Le cœur en miettes, le monde qui s'écroule, et votre playlist regorge de chansons tristes. Ce sentiment, vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Une rupture, c'est l'une des tempêtes émotionnelles les plus violentes que l'on puisse traverser. Mais que diriez-vous si je vous annonçais qu'une sagesse vieille de 2000 ans pourrait devenir votre meilleur allié dans cette situation? Aujourd'hui, on ne va pas parler de comment se changer les idées ou juste serrer les dents. Nous allons plutôt explorer comment surmonter une rupture grâce au stoïcisme, et ce, non pas pour simplement survivre, mais pour en sortir grandi. Restez avec nous et découvrez comment transformer votre douleur en votre plus grande force. Alors, qui étaient ces stoïciens, au juste? Loin d'être de simples figures austères en toge qui réprimaient toute émotion, bien au contraire, des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle étaient en réalité de véritables maîtres de la psychologie humaine. Ils enseignaient comment garder son calme et sa lucidité quand la tempête faisait rage autour de soi. Et une rupture, c'est précisément une tempête personnelle des plus intenses. Leur philosophie offre une boîte à outils pratique pour maîtriser son esprit. Et aujourd'hui, nous allons sortir ces outils et les appliquer concrètement à votre situation. Alors, par où commencer quand le monde semble s'être effondré? Le premier pas, et peut-être le plus inattendu dans l'esprit stoïcien, est de ne pas feindre l'indifférence. Oubliez cette image populaire du sage de marbre, étranger à toute émotion humaine. C'est un mythe hollywoodien. Les vrais stoïciens comprenaient parfaitement ce qu'étaient la douleur, l'amertume et la déception. Ils savaient simplement comment y faire face. Tenter de refouler la douleur, de faire comme si elle n'existait pas, c'est comme essayer de maintenir sous l'eau un gros ballon gonflable. Tôt ou tard, il remontera à la surface et le choc n'en sera que plus violent. Vous dépenserez une énergie folle dans ce combat insensé. Le stoïcisme propose une autre voie. Cessez d'être la victime de votre douleur et devenez son explorateur. Dites-vous simplement « Oui, j'ai très mal en ce moment, c'est un fait, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens un vide. » Reconnaissez ces sentiments, mettez des mots dessus, permettez-leur d'exister sans vous juger pour les éprouver. Cela ne signifie pas vous noyer dans les larmes pendant des mois, cela signifie vous donner la permission d'être honnête avec vous-même. Vous ne luttez pas contre la vague, vous observez simplement son passage. C'est le premier et le plus important pas vers la guérison. Maintenant que vous avez courageusement affronté votre douleur, il est temps de dévoiler le secret des stoïciens, leur outil le plus puissant. C'est leur arme secrète, leur super pouvoir absolu. On l'appelle la dichotomie du contrôle. Le nom peut paraître un peu complexe, mais son principe est d'une simplicité désarmante. À l'instant même, je vous invite à diviser mentalement tout ce qui concerne votre rupture en deux catégories distinctes, seulement deux. La première regroupe tout ce que vous ne pouvez absolument pas contrôler. La seconde, tout ce qui est entièrement en votre pouvoir. Qu'inclut cette première catégorie? Les sentiments de votre ex-partenaire, sa décision de vous quitter, ce qu'il ou elle pense de vous à cet instant précis, ou encore l'éventualité qu'il ou elle vous recontacte. Tenter d'influencer ces aspects est la source de 99% de vos souffrances. C'est une bataille perdue d'avance, car elle se livre sur un terrain qui ne vous appartient pas, et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. La seconde catégorie, c'est votre territoire, votre domaine exclusif. Ici se trouvent vos propres pensées, vos réactions, les actions que vous décidez de prendre aujourd'hui, choisir d'aller marcher, ou de rester prostré à fixer le plafond, décider d'appeler un ami, ou de relire encore et encore de vieilles conversations. C'est précisément là que réside votre véritable liberté et votre pouvoir. Ce simple filtre mental est la clé de voûte de toute la démarche. Il va vous permettre de rediriger votre attention de l'impuissance vers des opportunités concrètes et réalisables. Penchons-nous maintenant de plus près sur la première catégorie, celle de ce qui échappe à votre contrôle. Il s'agit des sentiments et des actions d'une autre personne, sa décision de partir. Et que faisons-nous le plus souvent quand la douleur nous submerge? Exactement, nous concentrons toutes nos forces précisément là. Nous essayons de lui faire changer d'avis, nous rédigeons de longs messages où nous lui expliquons à quel point il a tort. Nous tentons de prouver que nous formons le couple parfait.
Nous espérons que nos actions susciteront une réaction différente de sa part. Vous savez à quoi cela ressemble? C'est comme se cogner la tête contre un mur de briques en espérant qu'il bouge. Le mur, lui, ne bougera pas. Mais vous aurez des maux de tête et des bleus. Chaque minute passée à vous demander « et si j'avais » ou « comment le récupérer » est une minute volée à votre propre vie. Les stoïciens diraient « acceptez les faits, la décision ne vous appartient pas, lâchez prise là-dessus, déchargez l'autre personne de la responsabilité de votre bonheur. Ce poste est désormais vacant et c'est à vous de l'occuper. » Bien, nous avons fait le point sur ce qui ne dépend pas de nous. Passons maintenant au plus intéressant, ce qui est entièrement entre vos mains. Et cela, comme nous l'avons déjà dit, ce sont vos propres réactions, vos pensées et vos actions. C'est ici que le vrai travail commence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'attente passive, c'est une philosophie de l'action. L'énergie que vous dépensiez auparavant à tenter de contrôler autrui est maintenant libre, et c'est une ressource immense. Toute cette force vous appartient désormais, c'est vous qui décidez où la diriger. Vous pouvez l'orienter vers l'autodestruction, en revivant sans cesse les moments heureux, en relisant de vieux messages, en regardant des photos communes. Ou vous pouvez la diriger vers la création. Par exemple, commencez à faire ce que vous avez toujours remis à plus tard, aller à la salle de sport, vous inscrire à des cours, ou simplement sortir vous promener en remarquant que le monde autour de vous existe toujours. Les stoïciens ne disent pas que c'est facile, ils disent que c'est possible et que c'est le seul chemin vers la sérénité. Vous êtes le maître de votre esprit et de vos actions. Maintenant, à cet instant précis, pensez quelle petite action, mais utile, pouvez-vous entreprendre pour vous-même dès maintenant. L'un des pièges les plus insidieux de notre esprit après une rupture, c'est cette question sans fin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi a-t-il agi de cette façon? On tourne en rond pendant des heures, des jours, des semaines, ressassant ces questions dans notre tête, comme un disque rayé. C'est comme courir dans une roue de hamster. On dépense une énergie folle, mais on reste au même point. Un stoïcien dirait « Stop !» C'est la mauvaise question. La question « pourquoi » est tournée vers un passé que vous ne pouvez pas changer. Elle cherche une justice là où il n'y en a peut-être pas. Elle vous rend victime. La philosophie stoïcienne propose de changer radicalement de question. Au lieu de « pourquoi est-ce que c'est arrivé ?» demandez-vous « que puis-je faire avec ça maintenant ?» Vous sentez la différence? La première question est passive et impuissante. La seconde est active et constructive. Elle vous catapulte instantanément du passé, où vous n'avez aucun pouvoir, vers le présent, où toutes les cartes sont entre vos mains. Elle vous transforme de victime des circonstances en une personne qui gère sa réaction face à elle. Ce simple changement de perspective est un outil puissant qui vous sort de l'apathie et vous rend le contrôle de votre vie. Maintenant plongeons au cœur de votre douleur, à sa racine même. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, a formulé une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Méditez un instant sur cette phrase. Ce n'est pas le fait de la rupture en lui-même qui vous cause cette souffrance insupportable. C'est votre jugement, votre interprétation de cet événement qui vous blesse, cette pensée qui résonne en vous et qui vous dit, par exemple, « C'est une catastrophe. Ma vie est finie. Je n'aimerai plus jamais personne. » Ce sont précisément ces jugements dramatiques qui transforment un événement, somme toute simple, en une tragédie aux proportions universelles. La rupture en elle-même n'est qu'un fait. Deux personnes ont cessé d'être un couple. C'est un événement neutre, comme la pluie ou un lever de soleil. Douloureux ou catastrophique, c'est nous qui le rendons tel, par nos propres pensées. Les stoïciens ne vous demandent pas de vous réjouir d'une rupture. Ils vous invitent à l'objectivité. Vous ne vous dites pas « Hurrah, nous sommes séparés ». Vous vous dites plutôt « La relation est terminée, c'est un fait, j'en souffre, mais ce n'est pas la fin de ma vie ». Séparez l'événement de votre réaction à celui-ci. Il existe un espace entre les deux, et c'est dans cet espace que réside votre liberté. Nous avons donc établi que la racine de nos difficultés se trouve dans notre jugement. C'est précisément sur cela qu'il nous faut agir. Essayons de mener une expérience de pensée. Prenez par exemple cette pensée qui vous vient à l'esprit.
c'est la pire chose qui aurait pu m'arriver. Cette pensée génère en vous du désespoir, de la douleur et un sentiment d'impasse totale. Elle vous paralyse. Maintenant, essayons de la reformuler, de la rendre plus objective et moins catastrophique. Par exemple, de cette manière, cette relation est terminée. Je ne m'y attendais pas, et je ressens une grande tristesse et de la douleur. Mais cela ne détermine en rien l'ensemble de ma vie future. Sentez-vous le changement dans votre état émotionnel? Nous ne nions pas la douleur, nous retirons simplement la catastrophe de l'équation, ou prenons une autre pensée. Je ne suis plus désirable pour personne. Remplaçons-la par « cette personne spécifique a décidé de ne plus vouloir être avec moi, c'est son choix. Cela ne signifie pas que je suis intrinsèquement mauvais ou indigne d'amour. Il ne s'agit pas ici de se voiler la face ni de pensée positive. C'est une pratique qui consiste à poser un regard lucide sur la réalité. Vous cessez d'extrapoler et de dramatiser les faits. Vous vous contentez de constater les faits. Au début, cela peut sembler difficile. Votre cerveau aura tendance par habitude à retomber dans la dramatisation, mais chaque fois que vous vous surprendrez à nourrir une pensée catastrophique et que vous la remplacerez consciemment par une pensée plus réaliste, vous affaiblirez son emprise sur vous. Nombreux sont ceux qui croient qu'il faut souffrir le plus longtemps possible après une rupture pour prouver à soi-même et au monde l'intensité de ses sentiments. Le stoïcisme, lui, voit les choses différemment. Il ne prône absolument pas la souffrance éternelle. Au contraire, il la considère comme un gaspillage irrationnel de la ressource la plus précieuse, votre temps, votre vie. Bien sûr, il est essentiel de s'accorder un temps de deuil, c'est une étape cruciale, mais abordez-le de manière consciente. Imaginez que votre processus de deuil soit un projet. Il a un début, mais il doit aussi avoir une fin. Vous pourriez vous dire « D'accord, je me donne une semaine pour pleurer toutes les larmes de mon corps, regarder des films mélancoliques et manger de la glace. Je m'autorise à me plonger entièrement dans ces émotions. » Mais à l'issue de ce délai, vous prenez consciemment la décision de passer à autre chose. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra instantanément, non, mais vous changez votre état d'esprit. Vous cessez de cultiver activement la souffrance pour commencer à cultiver activement le rétablissement. Ce n'est pas du cynisme, c'est un profond respect de sa propre vie. La vie continue, et elle est bien trop précieuse pour être entièrement consacrée au deuil du passé. Accordez-vous du temps pour le chagrin, puis accordez-vous du temps pour vivre. Notre esprit est une incroyable machine à remonter le temps, surtout après une rupture. Il nous emporte facilement, tantôt vers un passé idéalisé où tout était parfait, tantôt vers un futur angoissant, rempli de solitude et de peur. Et, dans le moment présent, nous sommes pratiquement absents. Nous sommes physiquement au bureau, mais notre esprit repasse la conversation d'hier. Nous dînons avec des amis, mais dans notre tête nous dressons la liste de nos erreurs relationnelles. Les stoïciens appelaient cela l'errance de l'esprit et le considéraient comme l'une des principales sources de malheur. Leur recette est simple et géniale. Revenez au ici et maintenant. Pratiquez la pleine conscience. Comment faire? C'est très simple. Lorsque vous vous surprenez à ce que vos pensées s'évadent à nouveau, ramenez-les doucement, mais avec insistance. Posez-vous la question « Où suis-je en ce moment? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Que ressens-je physiquement ?» Concentrez-vous sur le goût de votre café, la sensation de l'eau chaude lorsque vous faites la vaisselle, le rythme de votre respiration. Posez-vous la question « Que puis-je faire d'utile pour moi-même à cette minute précise? Pas demain, pas dans une heure, mais tout de suite. Peut-être sera-ce simplement boire une tasse de thé ou faire une courte promenade. Cet exercice vous ancre, il vous arrache aux illusions du passé et aux angoisses de l'avenir, et vous ramène à la seule réalité qui vous appartienne, le présent. Et maintenant, parlons du plus délicat. Cette personne qui fut le centre de votre univers, et maintenant, qui est-elle? Les stoïciens, pour de telles situations, ont introduit une notion très utile, bien qu'un peu rude de prime abord, les indifférents extérieurs. Attendez, ne vous offusquez pas si vite. Cela ne signifie absolument pas que vous devriez vous désintéresser de cette personne ou qu'elle est mauvaise. Loin de là. Dans le sens stoïcien, les indifférents désignent ce qui n'est ni un bien absolu, ni un mal absolu pour votre âme. Votre bonheur, votre équilibre intérieur,
votre vertu, voilà ce qui constitue le véritable bien. Tout le reste, la santé, la richesse, la réputation et, oui, les autres personnes, est extérieur. Vous pouvez préférer être avec cette personne, mais votre sérénité intérieure ne devrait pas en dépendre. En classant votre ancien partenaire dans cette catégorie, vous opérez une véritable révolution dans votre esprit. Vous vous dites « Mon bonheur est de ma responsabilité. Cette personne peut faire partie de ma vie ou non, mais mon équilibre intérieur ne doit pas s'effondrer à cause de cela. » C'est là la véritable liberté émotionnelle. Vous cessez d'être l'otage des décisions d'autrui et devenez le maître de votre propre état. Prenez une minute pour réfléchir à ceci. Combien de temps, d'énergie et de charge mentale avez-vous investi chaque jour dans cette relation? Planifier un avenir commun, choisir les cadeaux pour les fêtes, vous soucier des disputes, la joie des retrouvailles, c'était une ressource colossale, et après la rupture, un gouffre énorme se creuse dans votre budget de temps et d'énergie. La nature a horreur du vide. Si vous ne décidez pas consciemment où réinvestir ce capital libéré, votre cerveau, par réflexe, le dirigera vers la souffrance et l'introspection. Les stoïciens étaient des pragmatiques. Ils auraient demandé « Très bien, une ressource inestimable s'est libérée. Quel est votre plan pour l'investir ?» Et c'est une excellente question. Où allez-vous investir ces heures et ces émotions maintenant? Peut-être dans l'apprentissage d'une nouvelle langue dont vous rêviez depuis longtemps, dans le sport qui vous rendra plus fort et plus sain, dans la lecture de livres qui prennent la poussière sur votre étagère, dans les relations avec vos amis, celles pour lesquelles vous manquiez toujours de temps. Votre objectif n'est pas de simplement remplir un vide. Votre objectif est de faire un investissement lucratif en vous-même, transformer votre déficit en excédent, canaliser toute cette énergie puissante vers votre propre développement. C'est la manière la plus productive de surmonter la douleur. Vous savez, les stoïciens ne voyaient pas les difficultés de la vie comme une punition, mais plutôt comme un entraînement. Sénèque écrivait qu'une mer calme ne forme pas de marin aguerri. Une rupture, c'est votre tempête personnelle, et c'est l'occasion parfaite de devenir ce marin aguerri. Imaginez que la vie est une salle de sport pour votre âme, et en ce moment même vous avez accès à l'appareil le plus difficile, mais aussi le plus efficace. Chaque souvenir douloureux, chaque accès de solitude, chaque impulsion d'écrire à votre ex, ce n'est pas une raison de désespérer, c'est une série d'entraînements. À ce moment-là, vous pouvez travailler votre endurance, votre pleine conscience, votre capacité à gérer vos réactions. Quand vous avez envie de vous apitoyer sur votre sort, vous faites un exercice de décentrage. Quand la colère vous submerge, vous entraînez votre capacité à observer l'émotion sans y céder. Ce n'est pas un simple exercice de pensée positive, c'est un travail intérieur sérieux, et à chaque petite victoire sur vos impulsions, votre muscle spirituel se renforce. Vous ne faites pas qu'attendre que la tempête passe. Vous apprenez à manœuvrer votre navire dans les conditions les plus rudes, et quand la tempête se calmera, vous n'en sortirez pas épuisé et brisé, mais aguerri et expérimenté, véritable capitaine de votre propre vie. Parlons maintenant d'une des vertus stoïciennes, le courage. Quand on entend ce mot, on s'imagine souvent un guerrier sur un champ de bataille. Cependant, dans notre situation, le courage prend une toute autre forme. Le courage après une rupture, ce n'est pas l'absence de peur. Non, les peurs seront nombreuses. La peur de la solitude, la crainte de ne plus jamais rencontrer personne, la peur de ne pas s'en sortir. Le courage, c'est cette capacité d'agir malgré toutes ces peurs. Ce sont de petits pas, mais ô combien essentiels. Le courage, c'est d'aller au cinéma ou au café seul, même si vous avez l'impression que tout le monde vous regarde avec pitié. C'est de résister à l'envie de consulter ces réseaux sociaux, même si vos mains vous démangent de prendre votre téléphone. C'est de dire non à cette envie de lui écrire en pleine nuit. Chaque fois que vous agissez, malgré votre peur, vous en sortez plus fort. Vous vous prouvez à vous-même que votre vie n'est pas mise en pause. Vous élargissez votre zone de confort qui, après la rupture, s'était peut-être réduite aux 4 murs de votre appartement. N'attendez pas que la peur s'en aille. Elle ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain. Contentez-vous de faire de petits pas en avant. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que vous avez parcouru un chemin incroyable.
La prochaine qualité essentielle à cultiver, c'est la sagesse. Maintenant que les premières émotions les plus intenses se sont un peu apaisées, le moment est venu pour une analyse sereine et honnête. Mais attention, il ne s'agit pas de s'auto-flageller ou de chercher des coupables, c'est le travail d'un explorateur sage et objectif. Prenez une feuille de papier ou ouvrez vos notes et essayez de poser un regard impartial sur cette relation qui s'est terminée. Posez-vous les bonnes questions. Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience? Qu'ai-je appris de nouveau sur moi-même, sur mes besoins et mes limites? Quelles erreurs ai-je pu commettre et comment puis-je les éviter à l'avenir? Qu'est-ce qui était réellement précieux dans cette relation et qu'est-ce qui n'était qu'une illusion? Il est crucial de faire cet exercice non pas pour vous rouler dans la cendre, mais pour devenir plus sage. C'est un peu comme le débriefing après un projet important. On ne se blâme pas, on analyse les données pour que le prochain projet soit un succès encore plus grand. Cette approche transforme votre expérience douloureuse en un atout inestimable. Vous ne perdez pas seulement une relation, vous gagnez en sagesse. Vous transformez votre cicatrice en une marque d'expérience qui fera de vous un meilleur partenaire pour quelqu'un dans le futur. Et, ce qui est encore plus important, un meilleur ami pour vous-même. Parfois, lorsque nous sommes plongés dans un problème, il nous semble immense et dévorant. Tout notre monde se réduit alors à un seul point, notre douleur. Pour y faire face, les stoïciens avaient une technique de méditation étonnante que l'on peut appeler la vue d'en haut ou la perspective cosmique. Essayez de le faire dès maintenant. Fermez les yeux. Imaginez que vous vous élevez lentement au-dessus de votre maison. Vous voyez votre quartier, votre ville, monter plus haut. Vous voyez votre pays intégré au continent, encore plus haut. Et voilà devant vous la planète Terre entière, cette bille bleue flottant dans l'espace infini et sombre. Et maintenant, de cette hauteur, essayez de vous trouver. Essayez de distinguer votre problème, votre rupture. À quoi ressemble-t-il à l'échelle d'une ville, d'une planète, de l'univers? Cet exercice n'est pas là pour minimiser vos sentiments. Non, votre douleur est bien réelle. Mais cette technique aide à retrouver le sens de la perspective. Elle montre que votre problème, aussi gigantesque qu'il puisse paraître maintenant, n'est qu'un minuscule épisode dans le vaste tableau de votre vie et de l'histoire du monde. Cela permet de relâcher un peu l'emprise étouffante de l'obsession. Vous comprenez que la vie est bien plus grande que cette relation, et cette prise de conscience apporte un immense soulagement. Dans la douleur et l'amertume naît souvent un puissant désir, celui de se venger, ou du moins de vouloir prouver quelque chose, prouver à quel point l'autre aura tort de vous avoir perdu. Bon. Afficher sur les réseaux sociaux un bonheur parfait, même s'il n'est qu'apparent, étaler une nouvelle vie pour susciter la jalousie. D'un point de vue stoïcien, c'est l'une des stratégies les plus contre-productives. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à prouver quoi que ce soit à votre ex-partenaire, vous le maintenez toujours au centre de votre univers. Votre vie, vos actions gravitent encore autour de sa personne. Vous ne l'avez pas vraiment lâché, vous avez simplement inversé le signe, passant d'un plus à un moins. Vous restez toujours tributaire de sa réaction. La véritable force, le meilleur des arguments, réside dans votre sérénité authentique et votre pleine concentration sur votre propre vie. Cessez de jouer pour la galerie. Canalisez toute cette énergie que vous destiniez à la vengeance vers vous-même. Améliorez-vous pour vous-même. Trouvez votre harmonie pour vous. Vivez une vie passionnante pour vous. L'ironie, c'est que c'est précisément votre authentique détachement du passé et votre immersion totale dans votre présent qui montre réellement que vous êtes passé à autre chose. Concentrez-vous à construire une vie dans laquelle vous vous sentirez épanoui, indépendamment du regard des autres. Notre cerveau est un illusionniste hors pair, surtout quand il s'agit de notre passé. Après une rupture, il active un filtre très particulier que l'on nomme la nostalgie romantique. Il gomme de notre mémoire les disputes, les désaccords, les soirées monotones et tous ces moments où nous nous sentions mal. Et à la place, tel un film parfaitement monté, il nous repasse uniquement les instants les plus lumineux, les plus joyeux, les plus idylliques.
La première rencontre, ces vacances idylliques, les mots les plus doux, et voilà que vous vous surprenez à penser « Nous étions le couple idéal, j'ai perdu la plus belle chose de ma vie ». Les stoïciens mettaient déjà en garde contre une telle idéalisation. Ils prônaient l'honnêteté et le réalisme. Votre rôle est de vous rappeler, avec douceur mais persistance, que l'image que votre cerveau vous renvoie est fragmentaire. Oui, il y a eu de beaux moments, mais n'oubliez pas, il y a eu des raisons à cette rupture. Rappelez-vous-les, non pas pour vous mettre en colère ou pour accuser, mais pour avoir une vision complète et équilibrée de la situation. Si la relation avait été parfaite, elle n'aurait pas pris fin, n'est-ce pas? Accepter cette réalité, ce n'est pas trahir les bons souvenirs. C'est un pas vers la lucidité et la guérison. Soyez honnête avec vous-même. Cela vous aidera à apaiser la douleur liée à la perte d'un passé idéal qui, au fond, n'a peut-être jamais existé. On entend souvent dire après une rupture que un clou chasse l'autre. L'idée, c'est qu'il faudrait vite trouver quelqu'un de nouveau pour oublier l'ancien. Pour un stoïcien, une telle approche est une fuite en avant et non une solution au problème. Imaginez que vous ayez une jambe cassée. Vous n'iriez pas courir un marathon immédiatement pour oublier la douleur, n'est-ce pas? Vous laisseriez l'os se ressouder. Il en va de même pour l'âme. La recherche précipitée d'une nouvelle relation, c'est chercher une béquille extérieure au lieu de retrouver votre propre capacité à marcher. Votre principale tâche est désormais d'apprendre à être heureux, ou du moins serein, seul avec vous-même. Retrouvez votre équilibre intérieur. Comprendre que votre bien-être ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un partenaire à vos côtés. Si vous vous engagez dans une nouvelle relation par besoin, désespoir ou solitude, vous risquez fort de répéter les mêmes erreurs, voire d'en créer de nouvelles. Commencez par devenir une personne complète et autonome. Reconstruisez votre centre intérieur. Ce n'est qu'alors, dans un état de plénitude plutôt que de vide, que vous pourrez bâtir des relations saines et épanouissantes. Ne cherchez pas de sauveur, devenez votre propre sauveur. Lorsque nous perdons quelque chose d'important et de cher, notre esprit a naturellement tendance à se focaliser uniquement sur cette absence. Le monde entier semble se teinter de gris, et l'on a l'impression que tout ce qui était beau a disparu. Dans ces moments-là, les stoïciens nous invitent à pratiquer l'un des exercices mentaux les plus puissants qui soient, la gratitude. Oui, la gratitude, aussi surprenant que cela puisse paraître. Cela peut sembler absurde, voire déplacé, lorsque l'on se sent si mal, mais c'est précisément là que réside sa force. Il s'agit d'un effort conscient pour rediriger notre attention. Au lieu de vous lamenter sur ce qui vous manque, forcez-vous à envisager ce que vous possédez encore. Prenez un carnet et un stylo et listez au moins 5 choses pour lesquelles vous pouvez éprouver de la gratitude ici et maintenant. Il ne s'agit pas forcément de grandes choses. Une simple tasse de thé chaud, le soutien indéfectible d'un ami, le soleil qui brille derrière la fenêtre, votre bonne santé, la capacité de voir, d'entendre, de se déplacer. Au début, cette démarche peut sembler un peu forcée, voire artificielle. Mais en pratiquant cet exercice régulièrement, vous constaterez peu à peu un changement dans votre perception. Vous réaliserez que votre vie, même dans ces moments difficiles, ne se résume pas à une seule perte. Elle recèle encore une multitude de belles choses. Cette pratique ne supprime pas votre douleur, loin de là, mais elle vous aide à retrouver un sentiment de plénitude et vous empêche de sombrer dans le désespoir. Enfin, voici le principe du stoïcisme sans doute le plus puissant et peut-être, à première vue, le plus austère, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Rassurez-vous, le but de ce rappel n'est absolument pas de vous plonger dans la mélancolie ou la dépression, mais plutôt de vous offrir une clarté et une acuité incroyables dans votre perception de l'existence. Les stoïciens se rappelaient constamment que notre temps sur cette terre est limité, que chaque jour pourrait être le dernier, et c'est en regardant vos souffrances à travers ce prisme que celles-ci prennent une toute autre dimension. Posez-vous la question: s'il ne me restait plus qu'1 an à vivre, ou même 1 mois, voudrais-je vraiment passer ce temps à pleurer le passé? La réponse est évidente. Non, vous voudriez vivre ce temps le plus pleinement possible, avec joie et avec sens. Le memento mori est un motivateur ultime. Il balaye tout ce qui est superflu,
Toute cette douleur émotionnelle, ces rancœurs, ces regrets causés par une personne qui a choisi de quitter votre vie, tout cela semble si futile et insignifiant face à l'immensité de l'éternité. Ce principe nous pousse à chérir le présent. Il vous exhorte à ne pas remettre votre vie à plus tard, à ce fameux « quand ça ira mieux ». Votre vie se déroule, ici et maintenant, et elle est bien trop courte et précieuse pour la gaspiller en souffrant pour ce que vous ne pouvez pas changer. Alors vivez, vivez dès maintenant. Et c'est là que réside la véritable magie du stoïcisme. Lorsque vous appliquez ces principes, une rupture cesse d'être une simple tragédie qui vous est arrivée. Elle devient une partie de votre histoire, non pas une cicatrice à cacher, mais la preuve de votre force. Un moment où vous avez affronté une douleur intense, et plutôt que de vous briser, vous avez choisi consciemment comment y réagir. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez l'architecte de votre propre vie. Vous n'avez pas juste subi une rupture, vous l'avez utilisée pour devenir plus sage, plus fort et plus libre. Pour résumer, le stoïcisme ne promet pas l'absence de douleur. Il vous donne les outils pour que cette douleur ne vous détruise pas, mais vous rende plus fort. Il enseigne à se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées et vos actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la philosophie pratique pour la vie moderne. Et maintenant, une question pour vous. Quel principe stoïcien vous a semblé le plus utile en ce moment? Ou peut-être avez-vous votre propre méthode éprouvée pour surmonter une rupture? Partagez votre expérience dans les commentaires, soutenons-nous mutuellement.